Bonjour à tous, bienvenue aux Agents Libres, premier épisode de l'année 2021. Qui dit 2021 dit COVID, reconfinement, tout ça, mais dit aussi championnat du monde junior qui vient de se terminer. Donc ce soir, notre invité va aller un peu dans cette direction-là. Vous remarquerez que JF n'est pas là aujourd'hui. JF a d'autres obligations là, professionnelles, semblerait-il. Donc, il m'a confié la tâche d'animer ce show-là tout seul. C'est ça, premier show de 2021, je me ramasse tout seul, beaucoup de pression, là, je ne sais pas comment je vais prendre ça, mais bien excité de commencer ça avec l'invité qu'on a. Puis les nouveaux partenaires aussi qu'on a là, pour l'année 2021. En 2020, on a fait affaire avec plusieurs partenaires avec qui ça a super bien été. Certains même qui continuent l'association avec nous. On est bien contents de ça. Puis cette année, on ajoute un commanditaire, un gars bien connu de notre entourage là, qui s'avère être le cousin et l'oncle en fait de JF, de Jean-François. Puis probablement un grand chum à moi là, que tout le monde connaît bien, un électricien à son compte, M. Frédéric Etier de Accès électrique. Accès électrique, une compagnie là, qui fait depuis plusieurs années. C'est Alain, son père, qui a parti ça en faire en électricité un peu partout, contracteur en électricité, que vous pouvez rejoindre à tout moment. Un gars bien professionnel, bien cool, puis qui est assez disponible. Son équipe est en expansion. Donc, je vous suggère d'aller voir la page Facebook de Accès électrique ou si vous voulez rejoindre Fred directement, 514-617-6606. Puis leur numéro au bureau, le 450-258-3360. C'est ça. Pour la deuxième saison, on y va avec Fred comme ça. On a un autre qui va renouveler, là, on va vous parler bientôt dans les prochains podcasts. Mais on est bien content d'avoir Fred avec nous, qui nous encourage. Un gars qui écoute notre podcast là, assez religieusement, puis qu'il nous donne des commentaires, que ce soit positif ou négatif, tout ce qu'on vous encourage de faire, vous aussi. D'autres choses qu'on doit vous parler, les agents libres. On a un site internet, lesagentlibres.com. Que vous pouvez aller voir, qui vont vous rediriger sur toutes les plateformes là, qu'on a besoin. Puis on peut nous écouter sur Spotify, Apple Music, Balado Québec, Google Podcast. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre invité ce soir. Vous l'avez vu déjà à quelques reprises sur le podcast, mais c'est Simon Snake Boisvert qui s'en vient nous faire un petit wrap-up. Là. Le tournoi s'est terminé hier avec une défaite de 2-0 du Canada. Simon s'en vient nous faire un petit wrap-up de comment il a trouvé le tournoi, parler d'un peu de tous les joueurs qui étaient là, puis on y va de ça. Donc, bonne écoute. À bientôt. Simon Boisvert, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, David? Bien, très bien, très bien. Écoute, Simon, on t'a eu avant le tournoi. Tu avais fait quelques prédictions concernant le Canada, les autres équipes, quelques joueurs. Je vais commencer là, dans le vif du sujet. Tu nous avais dit que si le Canada ne gagnait pas ce tournoi-là, tu pensais peut-être, tu considérais l'idée de prendre ta retraite. T'en es où aujourd'hui? Bien, premièrement, les huissiers de Las Vegas sont venus saisir mes meubles aujourd'hui. J'adore ça. Écoute, sérieusement, je suis très surpris, mais la leçon que ça m'a donnée, pas que je ne le savais pas, mais à chaque année, on se fait prendre au piège un peu, c'est que ça demeure que ce n'est pas des séries 4-7. Mm-hmm. C'est un match. Fait qu'à chaque année, moi, je me souviens, on me demande toujours une prédiction, puis je me mouille jamais, parce qu'un match, on ne sait pas. Bon, on sait que l'Autriche ne battra pas le Canada. Mm-hmm. Mais Canada, États-Unis, Suède, Russie, Finlande, you never know. You never know. Peuvent tous se battre un match donné. Ça, un match donné, puis les Américains, ils ont joué un match absolument sans faille. Ouais. Il n'y a pas de coupable là-dedans, il n'y a pas de... mais c'est sûr que le Canada, en jouant dans une division faible, ils n'ont pas été challengés. Exactement. Alors peut-être... Puis les Américains, ils n'avaient pas très bien joué contre la Finlande la veille. Alors moi, écoute, je suis quand même renversé que le Canada n'ait pas gagné. Je n'essaie pas de me trouver des défaites ou rien. Mais je me rends compte qu'un match, tu sais jamais, mais ce club-là était tellement puissant que je me suis dit, comment veux-tu qu'ils perdent un match? Mm-hmm. Ben, ils sont passés à quelques minutes de te donner raison de A à Z. Puis le deuxième but des USA, il était un peu chanceux. Oui, effectivement. Parce que la rondelle, de la façon en arrière du filet qu'elle a ricoché, je ne peux pas blâmer Devin Levi d'avoir bougé d'un bord au lieu de l'autre.
Puis, Mais écoute, c'est le hockey. ouais. C'est pour ça qu'on joue les matchs. Les matchs ne se jouent pas sur des papiers. Ça se joue sur la glace, pour reprendre un bon vieux cliché. Mm-hmm. Et puis, ça a quand même été le fun. Et puis, pour les idées de retraite, on va voir. Là. On va voir si tu veux que je la prenne, je vais la prendre. Puis si tu veux que je reste, je vais rester. J'aimerais ça que tu restes. J'aime bien tes collaborations. Puis, comment je te dirais bien ça? On n'a peut-être pas osé aller aussi loin, mais on pensait tous la même affaire au début du tournoi. Moi, ce que j'ai vu du Canada, c'est plus que ce à quoi je m'attendais, et ce, sans Kirby Dach. Là, on va éplucher le Canada un petit peu. Kirby Dach s'est blessé. Selon toi, c'est quoi l'impact de la blessure de Kirby Dach sur le Canada dans ce tournoi-là? L'impact, on l'aurait pu le mesurer seulement hier soir. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que c'est arrivé après ma prédiction. Mm-hmm. Mais je pensais quand même qu'il y avait assez de profondeur pour qu'il s'en sorte. Mais oui, ça a eu un impact. Est-ce que ça aurait changé le plan de match des Américains et la façon dont le Canada a réagi? Peut-être pas. Alors, de là à dire qu'avec Kirby Dach, ils auraient gagné hier soir, je ne sais pas. Okay. Ben, regarde, moi, je vais t'amener ailleurs parce que moi, j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui, une bonne partie de la journée. Moi, je pense que Kirby Dach aurait amené au Canada la confiance manquante, le firepower, le gars à regarder dans un match de même. Moi, je pense que ça a peut-être fait la différence. On ne le saura jamais. Là. C'est vraiment un peut-être lancé dans les airs. Mais quand tu perds ton capitaine, meilleur joueur qui a une saison professionnelle dans l'arrêt de la cravate, je pense que c'est sûr que ça ne fait pas de bien à l'équipe. Ils s'en sont bien sortis dans les premiers matchs. Mais comme tu disais, avec aucune adversité, on a vu probablement la seule faiblesse. Puis c'est une faiblesse qui a duré 60 minutes. Mais ce n'est pas une faiblesse, comme tu dis, sur un 4 de 7 qui... Tout le monde favoriserait le Canada sur un 4 de 7. Écoute, ce que les États-Unis ont fait hier soir, ça ne peut pas se répéter pendant cette match. C'est ça, exactement. Bon. Puis Spencer Knight a probablement gaulé son meilleur match du tournoi hier. Oui, puis ça a fini 2-0, ça n'a pas fini 7-1. Exactement. Donc, alors, c'est sûr, Kirby Dach, je pense qu'il aurait vraiment été le meilleur joueur du tournoi. C'était le plus expérimenté. Mais bon, écoute, ça fait partie du jeu. Puis malgré tout, malgré quelques matchs un peu ennuyeux, là, parce que par le manque de compétition, l'Autriche là, puis la Suisse, c'était pas vraiment intéressant à regarder. Mais à part ça, l'Allemagne, il y avait ce touch-là. Oui, sauf que contre le Canada. Oui, mais les autres matchs de l'Allemagne ont quand même été décents à regarder. Oui, ne serait-ce que pour ce touch-là. Puis, John Jason Peterka. C'est ça. Alors, mais... dis-moi ce que tu en penses, mais j'ai même été très étonné par le gars qui complétait le trio, là, Florent Elias. C'est sûr qu'il joue avec deux bons joueurs, il ne faut pas enlever, il faut considérer ça, mais il était quand même là, il était quand même présent et il finissait bien les jeux là, des deux autres. Je suis curieux de savoir à quel rang il va être repêché. Oui, il n'est pas repêché, Florent Elias. Non, je pense que non, il est plus vieux même. Alors peut-être que quelqu'un va prendre une chance. On est en 4, 5, 6e ronde. Pourquoi pas? Tant qu'à repêcher un chaudron. Pas le choix d'être d'accord. Je ne sais pas s'il va faire la Ligue nationale, mais je pense que ça vaut la peine de prendre une chance avec un gars comme ça. Mais peut-être que le contexte aussi était idéal pour lui. Oui, exactement. Mais il a quand même fini les jeux. Exact. Ça prend quelqu'un pour le faire. Moi, la seule affaire qui m'a un peu déçu le jour du repêchage, déçu, façon de parler, mais étant donné qu'Ottawa venait de repêcher ce touch-là, j'aurais cru, moi, qu'avec le premier choix en deuxième ronde, ils repêchent JJ Peterka. Oui. Puis ils ont pris Robbie Järventie, le Finlandais, à la place. Oui, exactement. Puis Järventie, moi, j'avais des doutes. Puis vraiment, dans le championnat junior, il n'a pas été bon. Alors, c'est vraiment un petit échantillon, mais ça prouve en même temps que ce que je disais souvent sur les ligues professionnelles là-bas. Järventie, il joue dans la Liga à 18 ans. Je pense qu'il a 14 points en 22 matchs, quelque chose de même. Puis moi, je dis tout le temps que la Liga, ça vaut rien. OK. Puis là, je me fais tomber à sa tomate, puis je me fais dire, oui, mais c'est des hommes, c'est des professionnels. Mais comment ça se fait d'abord qu'un gars comme Järventie arrive au championnat junior, puis on ne le voit pas? Ben, oui, la question se pose. Ouais. Mais oui, puis tu sais, moi, Järventie, j'ai regardé beaucoup de matchs de la Finlande, ça l'a donné comme ça. Il y a d'autres joueurs, là, on en parlera plus tard, qui ont ressorti. Là, il y en a un, je ne retrouve plus son nom, mais le défenseur numéro 6 de la Finlande me faisait ouvrir les yeux. Puis je sais qu'il a été repêché. Là, je vais retrouver son nom d'ici à la fin du podcast. Là, tu parles de Nimola qui a été repêché par Toronto?
Exactement. Je le trouvais très mobile, Ouais. beau patin, un gros bonhomme. C'est un gars que je trouvais qui ressortait sa glace. Je pense que ça a été le deuxième ou troisième meilleur défenseur du tournoi, là, après Bowen Byron, évidemment. Oui, Bob Byron a joué un. Ben, c'est ça. Ah Là, ouais. je veux qu'on continue à éplucher le Canada. Ouais. Je veux qu'on y aille avec nos surprises, déceptions, qui a été un peu. Ben, je t'ai entendu ce matin, 91-9, qui a overachievé, qui a underachievé, sans que ce soit majeur. Moi, je vais commencer avec mes déceptions, puis je veux t'entendre sur ces joueurs-là. Là. OK. Mais il y en a un, moi, qui a sorti vraiment beaucoup, c'est Jack Quinn. Je ne l'ai pas vu. Absent totalement pour moi. C'est un joueur que j'attendais. Pourquoi tu penses? T'as-tu été déçu toi aussi? Tu sais à quoi tu t'attendais? Non, j'ai été un peu déçu. Mais dans un genre de tournoi comme ça, le problème, c'est que tu as 12 attaquants qui sont tous des joueurs de premier trio dans leur équipe. Mm-hmm. Et là, ils arrivent dans un contexte où ce n'est pas leur coéquipier habituel, alors que, parenthèse, l'équipe américaine, il y en a beaucoup qui avaient joué ensemble à 16 ans et 17 ans dans le programme américain. Oui. Alors ça, c'est tous des joueurs qui n'ont pas joué ensemble et qui ne sont pas habitués, mettons, de ne pas être sur le jeu de puissance, de ne pas avoir le plus de temps de glace, d'avoir des coéquipiers différents. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas le même rôle. Alors, c'est pour ça que tu regardes ces games-là, puis le joueur de troisième, quatrième trio, il a l'air d'un gars de troisième, quatrième trio dans une compétition comme ça parce que on dirait qu'il met le costume d'un joueur de troisième, quatrième trio. Il se fait montrer un rôle qu'il n'a jamais joué, fait qu'il est un peu perdu. Oui, puis, tu sais, on pourrait dire, donner 15 minutes à tous les trios, 4 fois 15. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Alors, c'est toujours Dylan Cousins qu'on voyait. Mais est-ce que tu sais, Alex Newhook, ces gars-là? Bon. Oui, mais tu me nommes un nom, puis je veux peser. Non, je ne pèserai pas mes mots, mais je veux comprendre les gens. Moi, Dylan Cousins, malgré son tournoi fantastique avec le nombre de points qu'il a marqué, je ne vois pas Dylan Cousins comme un joueur dominant ou un ramasseur de points dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Dylan Cousins, qui est repêché déjà par les Sables de Buffalo, le 7e en 2019? À Buffalo, premièrement, il ne sera jamais premier centre. Non, exactement. Non, ça, c'est sûr, Jack Eichel va être là pour rester. À moins d'être échangé. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours vu comme un deuxième centre, potable. Okay. Et puis, ça correspond à peu près avec le rang où il a été choisi, je pense, 7e, 8e. 7e, oui. Quand on arrive à ce rang-là, on commence à penser style deuxième centre. Moi, je pense que ça va être un bon joueur, mais ce ne sera pas nécessairement un gars qui, comme tu dis, qui va ramasser des points à la pelletée. Mais comme deuxième centre, mettons, il pourrait jouer, je ne sais pas avec qui ils vont le faire jouer éventuellement, mais Olofsson ou Sam Reinhart, ou peu importe. Jeff Skinner. Jeff Skinner. Jack Quinn. Je pense que ça peut être... Oui. Je pense mais ça, Jack Quinn, comme tu t'es dit, c'est le rôle. Hein? Fait que, oui. Non, mais j'ai pas perdu tout espoir, c'est ça. On ne sait pas. J'ai pas perdu tout espoir sur Jack Quinn. J'ai été très déçu de ce que j'ai vu. Il y a deux gars qui, pour moi, tu mets ça dans un sac, tu piges, puis c'est le même joueur, puis c'est vraiment un 25 cents de Nazaire. Connor Zary et Dylan Holloway. C'est deux gars que je trouve, ils ont à peu près le même size. T'es vois patiner, ça patine à peu près pareil. Pas plus de skills que ça, selon moi, de ce que je vois. Je vois ça comme des troisième, quatrième lignes. Il y en avait quelques-uns dans la Ligue nationale, je parle, mais tu sais, des Dawson Mercer. C'est tous des gars que je vois dans ce package-là qui vont finir sur des troisième, quatrième trio dans la Ligue, puis qui amenaient rien malgré tout. Tu sais, comme tu dis, c'est une question de rôle, ils sont habitués d'avoir des minutes, mais ils n'ont rien amené pour le Canada. Je ne sais pas si tu as vu la même affaire. Oui, bien, c'est drôle que tu mentionnes ces trois gars-là parce que lorsque j'ai fait mon classement de repêchage l'été passé, oui. Un jour, je t'aurais dit que ces gars-là étaient tel ordre, 1, 2, 3. Le lendemain, j'aurais changé. Finalement, tu piges dans un chapeau, comme tu dis. C'est ça. C'est drôle parce que lorsque j'ai fait l'exercice du repêchage, j'ai pensé exactement comme toi. OK. Ben moi, je vois ça là. Puis pour moi, à part que Mercer est droitier, puis je pense qu'il y a plus de mains peut-être que les deux autres. Il n'y a pas nécessairement plus de patins, mais moi, j'ai vu Mercer dangle in a phone booth. Là, il est capable de sortir un joueur de ses culottes dans un espace restreint. Oui, plus que les deux autres. C'est ça que j'ai pas vu des deux autres. Mais les deux autres, pour moi, c'est des joueurs, il y en a des paquets de mains dans la Ligue nationale. C'est ce que j'ai remarqué en les regardant jouer. C'est pas des joueurs qui vont devenir indispensables à aucune équipe, selon moi. C'est pour ça, David, que quand je parlais du repêchage, que je trouvais qu'il était un peu surévalué, ce repêchage-là,
c'est que déjà, on était rendu au 12e, 13e choix, on était rendu à ces gars-là. Mhm. Mais tout le monde disait, ah, il y a de la profondeur, le repêchage 2020. Mhm. Moi, je ne la voyais pas, cette profondeur-là, parce que rendu au 11, 12e choix, je ne savais plus qui prendre. Ben Honnêtement, si ouais. j'avais été DG, j'aurais essayé d'échanger mon pic. Puis toi, tu sais, je le sais comment. Puis moi aussi, j'étais un peu comme ça dans cette optique-là. Au repêchage, draft des skills. Ben oui. Draft, que ce soit du patin, des mains ou du size. Et j'ai toujours dit, moi, les trois S, size, speed and skills. Si tu es capable d'avoir les trois, tant mieux. Si tu en enlèves un des deux, ben le gars, il faut qu'il soit vraiment spécial dans les deux autres. C'est vraiment de trouver le joueur. Puis moi, je trouve que c'est ça que j'ai remarqué dans le repêchage de 2020. Les rondes subséquentes, des fois, des Josh Osang ou des gars comme ça qui sortaient plus loin à cause d'un caractère, mais qui avaient des habiletés hors du commun, des Jason Zucker qui ont sorti plus tard, que des gars que tu vois, boom or bust, mais au moins, si boom, tu as quelque chose à mettre sur tes deux premiers trios, au lieu de repêcher là, des gros qui vont patiner et qui vont bien jouer dans la défensivement. Le problème, c'est que pour un recruteur-chef, un Dylan Holloway t'assure ta job. Exactement. Un Jason Zucker qui floppe et que tu as choisi 15e, il mène à ton congédiement. Ouais. Ben, écoute, tu m'amènes. Je pensais pas aller là-dessus, mais tu m'amènes à un joueur qui sauve une job, qui a été repêché 15e, 16e cette année par le Canadien de Montréal, qui s'appelle Caden Gooley. Je l'ai regardé attentivement. Je n'ai pas manqué de match du Canada. Je l'ai regardé tout le long. Puis j'ai pas vu ce que les gens voient en eux. On s'est écrit au début du tournoi quand je l'ai vu jouer. Je peux répéter ce que tu m'as dit, mais tu m'as dit que c'est un autre qui est boosté par la machine médiatique de Montréal. C'est malheureusement ce que je pense aussi parce que ce gars-là n'a rien de flashy. Je t'ai entendu ce matin à 99, tu parlais d'un 4e défenseur dans la Ligue nationale. Je t'ai trouvé généreux. Oui, il est jeune, il a 18 ans. Ça dépend du club. OK, parfait. Pour moi, c'est pas un 4 sur un club, un powerhouse qui va gagner la coupe, mais un 4 de club moyen. OK. Un 4 en Arizona. Ou peut-être même à Montréal. J'aime ça. Ben là, est-ce que tu vois le Canadien un powerhouse d'ici 3, 4, 5 ans? Écoute, il y a pas... À moins de gagner à la loterie Shane Wright, là, ou quelque chose de même. Là. Ben, moi, je le vois. Je vois pas un powerhouse, mais je vois quelques jeunes intéressants qui peuvent se greffer au line-up. Je suis pas sûr d'aimer toutes les signatures qui ont été faites cet été, là, parce qu'il s'est commis sur beaucoup d'années, beaucoup de millions avec beaucoup de joueurs. Mais tu n'as pas, à part Cole Caulfield qui arrive à l'avant, qui n'est pas déjà dans le line-up, qui peut peut-être avoir un impact offensif sur l'équipe. Je pense que tu n'as rien de majeur. Fait en même temps, c'est protégé. Mais c'est des contrats qui vont être durs à bouger si ça ne fonctionne pas. Fait que c'est peut-être peinturé dans le coin un peu. C'est ça. Moi, je dis toujours, Marc Bergevin a cadenassé un alignement correct sans plus. Oui. Habituellement, tu cadenasses un noyau de puissance. Oui. Il a cadenassé un noyau correct. Mais moi, ce que je pense, là, mon humble opinion, c'est que lui, il voit Nick Suzuki dans 2 ans rouler 1 point par match. Puis il voit Kotkaniemi planter 35 goals, 70 points. Lui, là, il se fie sur ces 2 joueurs-là. Je pense qu'il faut que ces 2 gars-là l'amènent à la terre promise parce qu'on s'entend que Carey Price, il reste 3 ans. Shea Weber, 3 ans. Gros max à performer à des hauts niveaux. À des hauts niveaux, là, performer. Ça fait que si les gars sont signés pour plus longtemps que ça. Fait qu'il est peinturé dans le coin. Il faut que ça marche. Là, il a réussi à aller chercher des joueurs ici et là qui ont voulu signer à Montréal, ce qui n'est pas arrivé souvent. Josh Anderson, c'est un tour de force. C'est la nouvelle invention du bouton à 4 trous. J'ai hâte de le voir, Josh Anderson. Je l'aime, Josh Anderson. Mais c'est pas un allié droit de premier trio d'une équipe qui gagne la coupe. Fait qu'il faut tempérer les attentes. Mais moi, je suis né en 87. Simon, je ne me souviens pas de la Coupe de 93. C'est un des alignements les plus excitants que j'ai vus depuis longtemps. C'est ça. À part peut-être 2008, là, de la grosse année de Kovalev. Oui, mais je ne m'attendais quand même pas à ça cette année-là. Oui, c'est vrai, on s'y attendait pas. Le plus gros line-up que j'ai vu, moi, du Canadien en début de saison, là, que je me souviens et que j'ai dit, c'est l'année où Radulov est arrivé.
Quand Radulov est arrivé à Montréal, j'ai dit oui. Là, on tient quelque chose. Pacioretty, Radulov. Puis là, Pacioretty en scorait 35. Radulov est arrivé. Markov, Subban. On dirait que tout est en place. Ça n'a pas pogné. Ça n'a simplement pas pogné. C'est vraiment dommage d'être fan du Canadien et être né en 87. Oui, ben c'est... Ouais, je dis ça sérieusement, là. Ben... Venant d'un gars qui est né en 66, puis peut-être, moi, je suis même pas... C'est plus les gens, mettons, nés dans les années 40 qui ont tout vu. Ouais. Il y a eu 13 Coupes Stanley, je pense, en 24 ans. Entre 1955 et 79. Mais je vais être moi, la première que j'ai connue, c'est 73. Puis t'es né en 66. Oui, c'est la première année que je suivais le hockey. OK. En 73, ils ont gagné la Coupe. C'est le les 2 années suivantes, ils ont été éliminés, puis j'étais tout surpris. Parce que, tu sais, mon père me disait qu'il gagnait la Coupe quasiment chaque année. Puis, tu sais, à un moment donné, là, je commençais à lire et puis je voyais le livre des records de la NHL que mon cousin avait. Puis, je voyais ça Canadien. Ah, oups, Toronto. Regardez ça Canadien. Fait que, moi, j'ai vu 73. Puis, là, j'ai surtout vu là, les 4, là, 76, 77, 78, 79. OK. Peut-être toute proportion gardée, là, parce que les époques sont dures à comparer. Ben oui. Mais probablement l'équipe la plus dominante de tous les temps. Mais il faut dire aussi qu'il y avait eu une grosse expansion. Fait que le Canadien avait un petit peu profité du fait que le produit était très dilué. OK. Et il n'y avait pas d'Européens dans le temps. Oui, non, c'est ça, exactement. Les temps ont changé, disons-le comme ça. Ah oui. Je continue dans mes déceptions, j'ai pas mal fait le tour. Mes surprises, moi, je vais te nommer 3 gars que je savais qu'il fallait que je regarde, mais qui ont vraiment stand out. Deux de tes préférés. Peyton Krebs, Philippe Tomasino. J'ai vraiment aimé les 2 joueurs. Moi, pour moi, Tomasino est un gars que je vais regarder de près. Je pense que c'est du talent comme tu ne vois pas souvent. Ouais. Un gars repêché 20e au total. 26, je crois. Ah oui, par Nashville? Je pense que c'est 26, oui. Il est repêché trop tard, définitivement, pour le skill set qu'il a. Ben oui. Puis Devon Levi. Devon Levi malgré qu'il y avait une grosse équipe devant lui, je dois dire, il a tenu son équipe dans le match dans plusieurs games. Il m'a surpris. Je pense qu'il est peut-être un peu petit pour goaler dans la Ligue nationale. Oui. Mais j'ai aimé son tournoi. Au championnat junior l'an passé, il avait été dominant. Oui, ben c'est ce que j'ai entendu, oui, exactement. Ouais. Je t'avais entendu dire mais ça. Le problème de ce tournoi-là, c'est que c'est un petit tournoi bien caché. Mm-hmm. Puis le pire, c'est qu'il est quand même présenté en ligne gratuitement sur le site de Hockey Canada. Mais les gens ne pensent pas d'aller le regarder, ce tournoi-là. Mais il y en a eu des vedettes qui ont passé par là. Des Kel McCarr, j'imagine. Oui, Andrei Vasilevski. OK. Tu sais, il y en a eu, là, parce que c'est un tournoi, la Suède, la Finlande ne sont pas là, mais il y a quand même le Canada, la République tchèque, les États-Unis, puis la Suisse. Alors, puis les États-Unis, c'est quand même une équipe d'étoiles, la USHL. Moi, j'avais vu dans la même équipe Kyle Connor, Brock Besser. Wow. Il y a quelques années. Qui sont aujourd'hui 2 marqueurs de 30 buts. Ben oui. Alors, c'est un tournoi vraiment qui n'est pas à négliger, mais malheureusement qui tombe mal peut-être milieu de décembre. Et puis, tu sais, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Oui. Mais puis je sais qu'à la télévision, ils présentent juste la finale. OK. RDS, TSN présente juste la finale. Juste la finale de ce tournoi-là. Oui. Puis il n'y a pas beaucoup de matchs dans la semaine. Il y a 2 matchs par jour. Puis mettons un à 7 h, un à 9 h30, quelque chose de même. Puis moi, je me tape ça là, la semaine. Puis c'est comme ça que j'avais vu Lévis. Mais Lévis, moi, je l'avais vu également à Dollard des Ormeaux pour le Lac-Saint-Louis. Alors qu'il avait complètement battu à lui tout seul les fameux Chevaliers de Lévis, qui avait eu 41 victoires, 1 défaite il y a 2 ans. 1 défaite, oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'il n'est pas sorti nulle part. Non. Mais l'année passée, 1,47 de moyenne de buts alloués dans une ligue junior de l'Ontario. Wow. Mais c'est une ligue. Il n'y a rien dans cette ligue-là. Oui, mais 1,47, ça reste. Oui, mais 1,47, c'est pour ça qu'il est sorti quand même. Ben oui. Il est sorti en 7e, mais il est sorti quand même. Ouais. Alors, mais comme tu dis, avec le phénomène des gros gardiens de but maintenant, est-ce qu'il va atteindre la Ligue nationale? Déjà, en Floride, il est bloqué par Spencer Knight, probablement. Ben oui, exactement. Alors, écoute, la route est longue, mais écoute, tant mieux pour lui. Moi, je l'ai bien aimé. Puis, il s'en va jouer à Northeastern avec Jordan Harris puis Jayden Struble. Oui. Où était Caden Primo. Oui. Fait que, écoute, on va le surveiller dans les prochaines années. Es-tu en mesure de me dire en un mot après ce tournoi-là pourquoi les fameux Kings de Los Angeles ont pris Quinton Byfield over Tim Stützle?
Incompétent? J'écrivais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais sur les réseaux sociaux, puis je disais ça, puis j'écris 2 années de suite, ils ont pris Byfield en avant Stützle, puis Turcotte en avant Zegras. Okay? Ouais. Ça fait 2 années qu'ils se plantent dans le top 5. Malgré qu'ils ont la meilleure banque d'espoir de la Ligue nationale, selon certains, tu n'as pas le droit de te planter de même 2 fois 2 années de suite. Ben, ils l'ont déjà fait, puis ils ont gagné la Coupe. Ouais. Ils ont pris Thomas Rickey en 2007. Oui, c'est vrai, 5e. Puis même en 2009. Trevor Lewis, non, ça, c'est en plus vieux que ça. Non, mais numéro 5, ils ont pris Braden Chen, là, oui. qui a quand même mis beaucoup de temps à décoller puis qui n'a jamais eu de carrière à LA. Oui, qui a été mis dans un échange. Ben oui, alors ils ont laissé passer des gars, mais ils ont quand même gagné la Coupe. Écoute, ils ont beaucoup de profondeur chez leurs espoirs, je te dirais, mais ils n'ont pas de game changer. Et je pense que ce touch-là aurait vraiment été le game changer. Mais écoute, tant mieux d'une certaine façon. Il va jouer à 2 heures d'ici. Puis dans mon cas, c'est même, je ne suis pas loin de l'autoroute, c'est 1h30 d'ici. Ben oui, ça se fait bien. Fait que je vais aller faire un petit tour à Ottawa dans les prochaines années, c'est certain. Ça me tiendra au courant. Je vais jouer mon nouveau joueur préféré. J'aime ça. Cole Perfetti, t'as pensé quoi de son tournoi? Lui, je te dirais, je m'attendais à plus. OK. Oublie pas, je l'avais classé 3e. Oui, je me souviens que tu l'avais très haut, oui. Il n'a pas été mauvais, mais mettons, j'aurais voulu avoir un petit peu plus de sa part. Je ne suis pas inquiet, mais je ne suis pas non plus, super entiché par sa performance. Je comprends. On est sur le même niveau là-dessus. Meilleur joueur du tournoi, je me suis noté ça. Moi, toi tes studios-là, moi, c'est pour vrai, j'ai eu une révélation. Trevor Zegras, c'est un joueur spécial. Puis j'ai écrit ce matin à un de mes amis, justement, je pense que j'ai un nouveau joueur préféré. Là, moi, mon joueur préféré, c'est Patrick Kane. Depuis qu'il est dans la Ligue, là, c'est un joueur, je trouve, il y a personne qui peut s'approcher de Patrick Kane dans ce qu'il fait. Puis Trevor Zegras, en jouant au centre, en contrôlant le jeu, les mains, il y a eu des matchs faciles contre des équipes plus faibles, mais il a quand même fait ses buts quand il restait l'espace pour une rondelle à placer là. Ça, pour moi, ça ment pas. Fait que, parle-moi donc de Zegras un peu. Il avait été très bon l'an dernier aussi. Hein? Oui, mais il m'avait moins fait. OK. Ben, c'est sûr que là, écoute, il est NHL ready, ce gars-là. Si la saison avait commencé en octobre, il n'aurait pas été au championnat. OK. Il aurait été à Anaheim. OK, ça, t'es sûr de ça. Okay, ouais. Moi, je peux te dire, Trevor Zegras, je l'aime beaucoup. Mm-hmm. Finalement, Anaheim va avoir un joueur de premier trio. Là, oui. depuis que Perry puis Getzlaf sont plus vraiment à leur apogée. Moi, je dois dire, l'année de repêchage, je l'ai mis 9e. Exactement le rang qui a été pris. Mm-hmm. S'il y a un ranking que je me batte le derrière aujourd'hui, en y pensant, c'est pourquoi j'ai mis ce gars-là aussi loin. Mm-hmm. Parce que tout de suite après le repêchage, quand je l'ai vu à l'université, dès le mois d'octobre, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, hein? Il a commencé à être comme il était. Là, tu vas me dire, pourquoi tu n'as pas vu ça dans le temps du programme américain? L'affaire dans le temps du programme américain, lui, il est sorti l'année, une grosse année. Mm-hmm. Jack Hughes, Matthew Boldy, oui. Cam York, Cole Caulfield, Alex Turcotte. Mm-hmm. Là, tu checkais les games, tu ne savais plus où te garocher. Oui. Alors, il ne ressortait pas autant. Ben oui, je comprends. J'ai mis Turcotte avant, mais pour une des rares fois là, dans ma vie, depuis que je surveille les espoirs, là, puis j'ai honte de dire ça, là, je me suis un petit peu laissé influencer par ce que tout le monde disait. OK. Hey, ça arrive, hein? Ça arrive au meilleur d'entre nous. Puis Turcotte, après ça, quand je l'ai vu l'automne suivant, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Il a été pas pire dans le tournoi quand même. Mais tu vois que c'est pas un top 5. Quand tu dis que LA, c'est pas... Non, exactement. Non, c'est pas un top 5. C'est au mieux dans la NHL, là, au mieux, c'est un deuxième centre décent. Exactement. Puis moi, c'est ça, je pense que ça va être un joueur d'énergie. Ouais. Tout dépendant. Tu sais, il peut, sur une très bonne équipe, être un excellent joueur de troisième ligne. Sinon, sur une équipe moyenne, un joueur de deuxième ligne. Mais je pense pas. C'est pas le genre de gars qui va aller chercher du 60-70 points par année. Moi, je le vois plus comme un joueur de 40. Non, exactement. Exactement. Puis, tu sais, moi, je connaissais pas Trevor Zegras avant son repêchage. Je l'ai vu jouer l'an passé au tournoi. Je dois t'avouer là, que je l'ai vu. Mais là, cette année,
Il t'a vraiment frappé cette année. J'avais mes yeux sur lui. C'était une performance dominante soir après soir. Puis quand il était sa patinoire, même s'il n'y avait pas de points, même s'il n'y avait pas rien, il a toujours la puck, il prend toujours la bonne décision en zone offensive. Il fait des passes, que ce soit sur son revers ou sur son bon côté, et elle finit toujours exactement sur le tape à bonne place pour le gars, pour soit le one-timer ou à patiner en pleine vitesse pour recevoir une passe en pleine vitesse. Il est un joueur précis. Moi, Patrick Kane, c'est ça qui m'impressionne de lui. Là. Elle va toujours la passe pour avoir joué au hockey un peu. Là. Si la passe est 2-3 pouces off, il faut que tu t'ajustes. Ben oui. Mais lui, elle met right on. Sur la palette. Exactement. Fait que moi, Ziegler, je voulais juste... Ah oui. Non, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. J'ai très hâte de le voir à Anaheim. J'ai juste hâte de voir qui va jouer avec lui. Ah, ça, c'est le problème à Anaheim. Ça, c'est le gros problème. Anaheim a repêché beaucoup de joueurs de 3e, 4e trio. Oui, des Comtois, des Sam Steele, il y en a plusieurs. Isaac Lundestrom. Isaac Lundestrom. C'est tous des joueurs de 3e, 4e trio. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Si on va dans... Moi, j'ai un autre joueur que je veux te parler absolument. Puis je suis content de parler sur le coup d'avant, mais là, je l'ai regardé jouer. Brad Lambert de la Finlande, 16 ans. J'ai-tu raison d'être très, très excité sur ce joueur-là? Tu as raison d'être excité et tu as raison d'être sceptique. Je ne suis pas sceptique. Ah oui, pourquoi? Ben, il est gros pour son âge. Il patine. Il a des mains. Il était sur un power play. C'était pas mal toujours lui qui avait la rondelle sur sa vague parce qu'il jouait sa deuxième vague. Je l'ai trouvé bon. Je pense que l'année prochaine, c'est un lock. Là. Il va faire une année comme Laney ou Puyarvi avait fait là, avec Hao au centre. Là, on va s'entendre qu'il n'y aura peut-être pas les mêmes compagnons de trio, mais je le vois l'année prochaine, à 17 ans, avoir un impact sur la Finlande dans le tournoi majeur. Ben, il va avoir 18 l'an prochain parce que c'est un league. Oui. Mais écoute, tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de me dire. Je vais te donner mon côté sceptique. À un moment donné, il disparaît. OK. J'aime pas ça. OK. Alors, quand je le vois à son meilleur, je me dis ça, c'est repêcher numéro 2 après Shane Wright. Oui, c'est ça. Ouais. C'est lui ou Shane Wright qui sort un 2. Quand j'analyse tout ça, puis que je me dis, il disparaît, etc., je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? OK. C'est peut-être l'âge? Non. Okay. Il a toujours été comme ça. Je l'ai toujours trouvé que dans ses meilleurs moments, il avait l'air d'une superstar. Puis à un moment donné, si tu y penses plus, puis 10-15 minutes plus tard, tu es là et tu dis « Oh mon Dieu! » Deuxième moitié de la première période, je ne l'ai pas vu Lambert. Ah ouais. OK. Mais moi, c'est... Mais écoute, c'est un bémol que je mets. Mais je t'avoue honnêtement, j'aimerais ça pas pouvoir penser ça parce que à son meilleur, c'est un joueur que j'adore. Ouais. Je fais juste faire attention dans mes prédictions. Mais si je m'emballais, je te dirais que ça va être un des 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans 5-6 ans. Ben moi, c'est ce que je pense, honnêtement. Puis, tu sais, les côtés faciles, peut-être que justement, je l'oubliais, puis tout ça, mais quand que, tu sais, sur un power play à 16 ans, rouler sa vague, là, puis on voyait que les gars le cherchaient, là. Ah ouais. Je trouvais ça incroyable. Il n'a pas produit comme j'aurais voulu, mais il a 16 ans. 17. Il y avait 17. Oui, mais moi, je le calcule comme un 16 ans parce qu'il joue 2 ans avant son repêchage. Oui, je comprends. Mais en voulant dire qu'il reste une autre année avant d'être éligible au repêchage, ce qui est majeur pour moi. C'est un joueur qui m'a vraiment fait écarquiller les yeux. Mettons que s'il venait jouer dans le junior majeur canadien, ça serait assez hallucinant. Ouais. Mais il semblerait qu'il va rester en Finlande l'an prochain. OK. Oui, c'est sûr qu'on aimerait tout ça voir ça dans les ligues juniors canadiennes. Certainement. Surtout que c'est un Canadien quand même. Mais c'est ça, j'ai pas... Il y a double citoyen. Double nationalité. Okay. Oui, son père, c'est Lane Lambert. OK, c'est ça. Je ne sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose. Oui, j'ai déjà entendu ce nom-là. Oui. Il a joué un petit peu dans la NHL. Là, OK, tout simplement. Mettons que le fils va être meilleur que le père. Oui, lui, on va se rappeler de son nom à Brad. Oui. Simon, on tire à la fin. Tu m'as donné déjà beaucoup de ton temps, mais je le sais parce que je te lis depuis longtemps que tu suis le football aussi. Je me souviens de tes prédictions concernant Andrew Luck, qui était la nouvelle merveille du monde. Mon Dieu, ça fait longtemps, oui. Tu te souviens de ça, là? Ouais. Là, aujourd'hui, c'est passé de quoi? Puis tout de suite après, je m'en vais avec un pro, un analyste de football. Ouais. Aujourd'hui, Trevor Lawrence a déclaré qu'il s'en allait au draft. Oui. À quel point ça t'excite? Qu'est-ce que tu vois de Trevor Lawrence? Il va falloir que je te fasse un préambule.
Vas-y. vu que c'est la première fois qu'on jase football. Moi, la tâche qui me rendrait le plus fou dans le sport, Ouais. ce serait d'être évaluateur de corps arrière de la NCAA. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ça fait 40 quelques années que je les suis, les corps arrière de la NCAA. Puis je ne dois pas être le seul parce que la NFL se trompe souvent, d'ailleurs. Ah oui. Jamarcus Russell, puis bon, enfin. Ah oui, puis si on liste... parle plus récemment, Mitch Trubisky over Mitch Pat Trubisky, Mahomes. écoute, la liste est longue. Moi, je vais te dire, la NCAA puis la Ligue nationale, c'est deux games complètement différentes, avec des systèmes de jeu différents. Puis parfois, dans la NCAA, il y a des choses que tu peux faire que dans la NFL, tu ne peux plus faire. Mm-hmm. Il s'agit de savoir c'est quoi. D'autres choses aussi, il y a le coaching, qui parfois, ça peut être juste un ajustement mécanique. Ça peut être juste une mauvaise habitude. Ça peut être le fait que le gars a tout le temps joué en formation shotgun à l'université. Oui, c'est souvent ça. Je te donne l'exemple de Justin Herbert, qui est maintenant devenu mon joueur préféré. OK. Justin Herbert, je l'ai suivi à l'Université d'Oregon parce qu'il a été partant pendant 3-4 ans. Oui. Puis Oregon, on les voit souvent contre USC, puis c'est une bonne équipe. Puis je l'avais suivi. Il avait succédé d'ailleurs à Vernon Adams des Alouettes, qui était le corps d'Oregon avant Herbert. Avant Justin Herbert. Bon, Herbert, c'est un gros prospect à l'école secondaire. Je l'ai suivi. Il mesure 6 pieds 6, il avait un bras de canon. Mais il n'était pas précis, puis il prenait des drôles de décisions. Fait que là, moi, je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Il a le talent d'un top 3, mais si t'es pas précis, si t'es pas capable d'enfiler les grilles dans la NFL, tu sais, c'est facile de passer à des receveurs qui sont tout le temps à découvert. Oui. Dans NCAA, là, ils vont te padder des stats, les gars, par le fait qu'il y a toujours un receveur découvert. Dans la NFL, là, souvent, tu as une lucarne grosse comme le ballon pour mettre le ballon. Effectivement. Alors, Justin Herbert, au camp d'entraînement, il ne commence pas la saison. On demande au coach pourquoi, puis le coach dit, il y a une raison pourquoi il n'est pas le corps partant. Donc, il avait probablement été déçu de ce qu'il avait vu à l'entraînement. On n'a pas eu de match pré-saison pour le voir, mais eux autres pratiquaient à tous les jours. Là, tu connais l'histoire. Le deuxième match, Tyrod Taylor, le partant, il se fait donner une injection botchée par le médecin. Un painkiller qui s'était fait donner dans la poitrine, je pense, puis ça a mal dégénéré. Fait que le coach, 10 minutes avant la partie, deuxième match de la saison, il dit à Herbert, tu commences la game. Il n'a plus jamais regardé en arrière. Ben non. Puis et là, il regardera plus jamais en arrière. Où je m'en vais avec ça, c'est que là, les problèmes de décision n'étaient plus là. Les passes imprécises n'étaient plus là. Mm-hmm. Le gars, ça, le bras de canon, il l'a toujours eu, mais il était capable d'attaquer des windows, là, des lucarnes d'un pied. La confiance. Il courait partout. Il est dur à renverser. Il me fait penser un peu à, un genre dans le moule de Josh Allen puis de Ben Roethlisberger. Oui, effectivement. Bon, puis là, il est en train de battre tous les records. Puis si le coach n'avait pas été conservateur, il aurait battu le record d'Andrew Luck pour le nombre de verges pour une recrue. Bon. Alors là, tu me demandes pour Trevor Lawrence. La réponse, je ne sais pas. Tu veux pas Parce que, n'oublie pas, Trevor Lawrence, là, les 2 dernières années dans les college playoffs, les séries éliminatoires, ça n'a pas très bien été. Effectivement. La première année, il avait gagné, mais les 2 dernières années, ça n'a pas très bien été. Oui, lui, il a fait son nom. Il a gagné à très jeune. Je ne me souviens pas de l'âge exact, mais freshman, si je me souviens bien. Là. Oui, il a gagné freshman. Ce qui arrive les 2 dernières années, rarement. ça a été comme ça. Il y a un club pacté à Clemson. Ouais. Encore là, avec des receveurs de passe tout le temps découverts. Mm-hmm. T. Higgins, entre autres, l'an passé, qui est un receveur de passe qui est en train de bien s'établir à Cincinnati. Oui. Alors là, tu te dis, est-ce qu'il produit de Clemson? Mais c'était quand même un gros recruit à l'école secondaire. Donc, c'était pas un de pique, là. Si on parle pour parler, ce qu'on voit partout, c'est que c'est peut-être le meilleur prospect. J'ai lu aujourd'hui, peut-être le meilleur prospect depuis John Elway. Moi, j'aimais mieux Andrew Luck, honnêtement, comme prospect. Tu avais plus de certitude. Après John Elway, j'ai eu seulement une certitude. Peyton Manning. OK. Tous les autres, là, who knows? Tim Couch, puis en tout cas, je ne sais pas si c'était... il y en a trop eu, ben oui. Il y en a trop eu, là. Achilles Smith. Vince Young. Vince Young, Matt Leinart, il y en a trop eu. Bon. Alors, Lawrence, honnêtement, je ne le sais pas.
OK. Là, ça va dépendre. Qui est-ce qui va être embauché comme coach à Jacksonville? Mhm. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 11 choix au repêchage qu'ils ont cette année? Oui, dont 3 après, Qu'est-ce 2 qu'ils en vont première faire ronde. avec le 100 millions de cap space? Mhm. Oui, c'est des grosses décisions à prendre. C'est sûr Vois-tu un peu il va falloir qu'il donne des armes. Là. C'est sûr et certain que Jacksonville va devoir offrir des armes à Trevor Lawrence s'ils veulent qu'il paraisse bien, qu'il soit bien protégé et qu'il produise tôt dans sa carrière. Herbert arrive dans une équipe comme les Chargers, qui ont déjà quand même une bonne équipe en place, sans être Oui. dominant. Keenan Allen, quand même, là, qui Exactement. est un receveur cap. Ouais. Ils sont très bien positionnés pour accueillir un jeune corps. Oui. C'est ça qu'il va falloir qu'ils bâtissent très bien l'entour de Trevor Lawrence. Regarde Sam Darnold à New York. Ouais, moi, j'avais exactement. confiance en Sam Darnold. Tout un bras. Oui, mais là, regarde ce qui se passe. Ben oui, mais bon, là, est-ce qu'ils vont l'échanger? Est-ce qu'ils vont le garder? Là, on ne sait plus. Fait que là, quelqu'un qui aurait dit, mettons, Sam Darnold, futur gagnant du Super Bowl. Ben oui, il n'y a pas de receveur de passe, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de coach. C'est pas un mauvais QB, Sam Darnold. Non, on le voit, il n'est pas parfait, là. Non. Il n'est pas parfait, mais tu vois quand même qu'il y a des qualités que peut-être que s'il avait été, je ne sais pas moi, avec je ne sais pas moi, les Rams de Los Angeles, peut-être qu'il aurait mieux fait. Exact. Est-ce qu'il serait meilleur que Jared Goff si on les échange d'équipe? Bon, ben, vois-tu Jared Goff, un autre choisi premier? Carson Wentz. Ouais. Bon, ben, tu vois, ces 2 années-là, moi, jamais ni l'un ni l'autre. Okay. Mais l'affaire, c'est que souvent, les carrières sont repêchées plus haut. Oui. Mais en réalité, c'est peut-être les 12, 13, 14e meilleurs prospects. Oui. Mais il y a vu la position, il y a un premium sur les quarterbacks. Ben oui, c'est sûr. Puis, c'est parce qu'un corps arrière peut changer une franchise en claquant des doigts, tandis qu'un offensive lineman ne changera pas ta franchise. Donc, tout le monde y va. Tu sais, le boomer bust qu'on parlait tantôt, c'est un peu ça là, au football, souvent qu'on voit. Les positions... j'essaie pas d'éluder ta question. Là. Ben non, je comprends. Trevor Lawrence, je vais juste te dire que moi, c'est très, très rare que je vais me risquer sur les évaluations de quarterback. Par contre, si tu me demandes après un match ou 2 dans la NFL, qu'est-ce que j'en pense? Là, je vois un peu où ça s'en va. On refera ça, rendu là. Oui, là, je vois un peu où ça s'en va. Tu vois, comme Herbert, là, le premier quart que je l'ai vu jouer, puis je le connaissais déjà. Mais là, je l'ai évalué dans un contexte, je me suis dit, wow! Alors, est-ce que sa saison m'a surpris à partir du moment où je l'ai vu faire, mettons, la première fois qu'il a embarqué sur le terrain à Los Angeles? Non. Est-ce que sa saison m'a surpris par rapport à ce que j'avais vu à Oregon? Oui. Oui. Mais des fois, ce que la confiance peut faire à un joueur, ouais. L'entraîneur arrive, je ne sais pas comment ça se passe directement le talk, mais s'il pogne et il dit moi, Jeanne, je vais avec toi aujourd'hui, puis tu ne débarques plus jamais. Là. Show me what you got. Puis le gars, il a besoin d'entendre ça. Lui, il a été jeté dans la gueule du loup, puis après la première game, le coach dit c'est Rod Taylor, notre partant. Alors, ça prouve qu'il y avait une grosse force mentale. Parce qu'il est retourné, puis à un moment donné, au bout de 3 games, le coach a été obligé de dire ouais, Justin Herbert est le partant. Parce que tu ne veux pas enlever le vétéran là, après qu'il s'est blessé. Mais là, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il va gagner. Je lisais là, sur Athletic, là, les fans des Chargers qui écrivaient, ils étaient furieux. C'est laisser Herbert là. Ben oui, certainement. Alors, le futur, oui. Mais il semblerait, d'après le gars du beat là-bas, que c'est vraiment le coach des quarterbacks qui a été vraiment la clé dans le développement d'Herbert. Et que là, ils ont congédié l'entraîneur cette semaine, mais qu'ils espèrent que le nouveau coach va au moins garder le coach des quarterbacks. Parce que ça prend de la continuité pour ces gars-là. Ben oui. Lui, le jeune, il a une confiance aveugle en le gars. Le gars l'a amené là. Puis, je suis pas mal sûr qu'un jeune qui rentre dans la NFL, qui n'a pas d'expérience ailleurs dans la ligue, rentre, puis c'est un kid, rentre la tête baissée, fait confiance à son coach, il rend bien. Puis là, à un certain niveau, le joueur prend confiance puis devient plus gros. Mais en jeune dans ta carrière, il s'accroche. Accroche-toi à ma ceinture, mon homme, ça va bien aller. On va corriger tes petits défauts pour en devenir des forces. Puis c'est comme ça qu'on va créer un quarterback étoile. Là. Écoute, le football, c'est un jeu d'échecs. Ben oui. Tout est planifié, tout est répété. C'est quasiment comme une pièce de théâtre. Là. Oui. Tout est planifié, tout est répété. Quand ils arrivent le dimanche, les gars, là, ils ont 5 jours de pratique en arrière de la cravate où tout a été pratiqué. Ouais. Le pas de caucus, les 2 dernières minutes. Toutes les situations sont mises. Il y en a même qui scriptent les 15-20 premiers jeux. Ouais. Fait que, c'est pour ça que c'est si important. Alors que le hockey, ben, c'est chaotique. Le Canada, peu importe comment ils s'étaient préparés hier, regarde comment les États-Unis sont sortis. Exact. Qu'est-ce que tu fais? Exact.
Qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est des jeux qui sont complètement différents. Alors, c'est ça mon opinion, mais sur ça, j'ai hâte de voir Lawrence dans la NFL. Good. Écoute, tant mieux s'il est bon, ça va nous en faire un de plus, parce que c'est Exact. vraiment eux, c'est la qualité des corps qui fait que les dimanches après-midi sont le fun ou non. Je suis 100% d'accord avec ça. Simon, je te remercie encore une fois pour ton temps. On a fait pas mal le tour de ce que je voulais. On a élaboré un peu sur le football. Je vois que tu connais ça. Un petit degré encore plus de ce que je pensais. Fait que, on s'enligne pour faire un spécial NFL. Je te laisserai savoir. Je me laisserai savoir. Merci pour ton temps, Simon, encore une fois. Puis on se reparle très bientôt. Salut, David. Salut. Le stop, OK. Grosse entrevue avec Simon Boisvert. On a couvert le championnat du monde junior. J'adore ses opinions tranchantes. Il s'en fout un petit peu là, de mettre la bisbille ici et là. Ce gars-là, il a une opinion. Il sticks to it. Puis moi je respecte ça. Pas toujours obligé d'être d'accord avec lui, mais je dois avouer que je partage assez souvent son opinion sur comment bâtir une équipe. Pas nécessairement sur les joueurs en tant que tels, mais un personnage coloré. J'aime bien le regarder. On a fini ça par parler de football. Les séries commencent très bientôt. Cette semaine, plutôt Trevor Lawrence, le plus gros prospect, certains disent depuis John Elway, Peyton Manning, même Andrew Luck vient de opt-in pour le repêchage de la NFL 2021. Donc, on a parlé de ça avec Simon, mais on passe immédiatement à un autre, un grand connaisseur football, qui a son propre blog. Son blog, c'est Attitude Football, mais je vais lui laisser parler de ça. Renaud Bourbonnais, un personnage qu'on va entendre de plus en plus parler là, dans les médias sportifs concernant le football et tous les autres sports au Québec. Donc, sans plus tarder, on passe à Renaud. Salut Renaud, comment ça va? Ça va bien toi-même? Très bien, merci. Renaud, on t'a aujourd'hui, JF n'est pas là, c'est lui qui avait rentré en contact avec toi, mais je suis tout aussi excité là, de parler de football avec les séries qui s'en viennent. Renaud, mais au début, je veux que tu nous parles de toi un peu. Renaud Bourbonnais, t'es qui? Tu fais quoi? Tu viens de où? Vas-y un peu, prends quelques minutes pour nous raconter ça. Je viens de l'île Perrot, une petite île à l'ouest donc de l'île de Montréal. J'habitais là-bas, ma famille vient pas mal toute de là, du côté de mon père. Quand j'ai fini mes études là, donc secondaires, je suis parti à Ottawa pour étudier à la Cité puis à l'Université d'Ottawa. J'ai passé 5 ans au total là-bas, passé donc aux études. La dernière année, c'était vraiment de travailler là, à TVA là-bas à Gatineau. Tout au long, j'ai fait là, du parcours, du travail là, à la radio, une radio qui s'appelle Unique FM. J'ai travaillé là-bas pendant pas mal tout le long que j'étais aux études. Là, par après, couverture du Rouge et Noir d'Ottawa dans la LCF, couverture des matchs à la Maison des sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentré là, dans le monde médiatique du sport. En fait, j'étudiais là-dedans. Là, j'étudiais en journaliste, donc ça allait évidemment de soi. Ensuite, il y a eu TVA. Là, j'ai terminé. C'était un contrat d'1 an que j'avais là-bas. Puis, j'ai décidé de revenir dans la région. Puis là, on a eu un petit blocage parce qu'il y a eu là, le confinement d'octobre, là, si tu veux, ou peu importe les normes d'octobre, la zone rouge, la fameuse zone rouge qui a commencé. Donc, ça a un peu tout retardé là, ce que je devais faire comme travail par la suite. Mais ça m'a permis de travailler sur mes propres choses. Donc, j'ai lancé mon site web de football, justement, Attitude Football, au mois de mai dernier. Le but, à la base, c'était de lancer ça pour la saison de la LCF, qui a finalement jamais débuté. Donc, on a passé un été à écrire sur des potins NFL, sur des nouvelles un peu plus diverses. Ça a été le fun quand même, à traiter surtout qu'est-ce qui se passait avec la COVID. Finalement, là, on en est arrivé au début de la saison de la NFL où on a pu vraiment commencer à parler de football en tant que tel. Donc, vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est ça, la pandémie, au-delà de tous les problèmes que ça peut amener, moi, ça m'a permis de travailler sur ça à temps beaucoup plus plein. J'écris aussi dans les coulisses pour... Ça prend quand même un revenu pour payer le loyer, mais je veux dire, j'adore ce que je fais présentement. Là. J'ai hâte que la pandémie se termine. J'ai hâte de pouvoir continuer à faire peut-être ce que je faisais par avant, là, mais pour l'instant, je suis vraiment content d'avoir le temps de faire ce que j'aime. Good. Ben, c'est ça, on t'a comme troisième mousquetaire, je peux le dire ainsi. On a eu Charles-Alexis, on a eu Kevin Vallée, puis là, on t'a toi, qui vous avez chacun passion MLB dans les coulisses. On a Aléo 360, puis toi, c'est Attitude Football. Vous êtes un peu tous ensemble là-dedans. Je pense que vous avez étudié ensemble, toi et Kevin, je me souviens bien. En fait, on n'a pas étudié ensemble. Kevin vient de l'île Perrot comme moi. Okay. Quand il est arrivé à Ottawa, moi, je commençais ma dernière année d'université. Donc, on a commencé à habiter ensemble, puis on habite toujours ensemble, en fait. Les trois gars, on est dans un appartement à Montréal. Oui, c'est sharp, ça. Tu parlais de la couverture des sénateurs. Est-ce que tu connais bien mon ami Olivier Beauregard?
Je connais Olivier, oui, effectivement. De où est-ce que vous vous connaissez? Écoute, mon cousin, un bon ami Olivier, fait qu'on jouait souvent au hockey dans une OK. petite ligue garage amicale dans l'Outaouais, là, Ouais, fin de OK. Ben, semaine de temps en temps. tu vois, Olivier, d'ailleurs, a de la famille à l'île Perrot. Ça, je l'ai appris quand OK, il est venu travailler à Montréal il y a 2 ans, je pense. Mais oui, je connais bien Olivier. good. Renaud, on t'a ici parce que tu es passionné et assez connaissant dans le domaine du football. Les séries de la NFL débutent en fin de semaine, samedi avec 3 matchs. J'ai le goût de t'entendre sur chacun des matchs. Fait que, tu sais, rapidement, une minute ou deux, on parle de chaque match. Tu me fais une prédiction. Puis je veux savoir pourquoi tu penses que cette équipe-là va l'emporter. Donc, je te lance premièrement. Le premier match qui va avoir lieu, en fait, samedi là, à 1 heure, les Colts contre les Bills. Tu Ouais, vois. ben, ouais, écoute, j'ai beaucoup de difficulté à avoir une sortie positive pour les Colts dans ce match-là. On sait que c'est une équipe qui a vraiment moins dominé là, cette saison que les Bills ont pu le faire d'un bout à l'autre du calendrier. Chez les Colts, on a eu beaucoup de hauts et de bas. J'ai pas nécessairement une grande confiance en Philip Rivers. Si on regarde la colonne statistique, c'est franchement pas trop mal pour Rivers, mais quand on regarde les matchs en tant que tel, des fois, il y a des passes, on dirait que ça arrive en retard. On se dit le receveur aurait été libre si tu le lances maintenant. 3 secondes trop plus tard, le receveur est plus libéré, ça passe près d'être une interception, ou parfois c'est même intercepté. Donc, au niveau de l'attaque, pour moi, il n'y a aucun doute que Buffalo a une meilleure équipe, même si j'aime beaucoup Jonathan Taylor, le porteur recru des Colts, qui a eu une explosion particulièrement en deuxième moitié là, de calendrier. Ceci étant dit, les Colts, avec Josh Allen, qui ne gagnera pas le titre de MVP, mais qui va être parmi les nommés, ou du moins qui est un joueur qui se serait peut-être mérité le TT de la belle saison d'Aaron Rodgers, un titre de MVP. Lui, ça a été vraiment spectaculaire avant cette année. Pas un seul match de 300 verges dans la NFL. Cette année, pratiquement chaque semaine, il les accumulait. L'arrivée de Stefon Diggs aussi fait en sorte que cette équipe-là est tellement dangereuse par la passe. Donc, autant est-ce que j'aime les éléments qu'il y a en défense chez les Colts, je suis un gros fan de DeForest Buckner qu'on a amené cette année, qui pour moi est le plus gros vol du Pro Bowl. Le fait qu'il n'ait pas été nommé au Pro Bowl, pour moi, c'est une aberration. Mais il y a aussi Darius Leonard qui est dans cette défense-là, qui fait du gros travail. Le dernier match là, des Colts pour se qualifier contre les Jaguars, ça n'a pas été aussi facile que certains pensaient. Mais Darius Leonard a fait des gros jeux dans ce match-là pour aider les Colts. Écoute, pour moi, les Bills vont l'emporter dans ce match-là. Je ne crois pas non plus que ce soit le match là, nécessairement le plus excitant qu'il va y avoir à regarder ce week-end. Ceci étant dit, un premier match de série à Buffalo en 25 ans, ça c'est quand même assez spectaculaire à noter. Écoute, visiblement, moi je crois qu'il va y en avoir un autre. As-tu un score à me donner? Parce que j'ai un peu la même opinion de toi sur les crampes au cerveau de Philip Rivers. Puis j'ai trouvé que les Bills, je pense que les Bills peuvent peut-être être contenders cette année, là, tout dépendant de ce qui va se dresser devant eux. Tu veux-tu y aller avec des scores, Renaud? T'as mieux passé là-dessus? Écoute, pas nécessairement un score, mais ce sera au moins par 2 possessions, là, selon moi, pour les excellent. pour les Bills. J'aime ça. Deuxième match à regarder, Rams-Seahawks. Oui, écoute, celui-là, on a encore des points d'interrogation. Jared Goff a lancé des ballons à l'entraînement hier. Par hier, je dis mardi. Là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être publié. Mais on ne sait toujours pas s'il va jouer. S'il ne joue pas, c'est John Wolford. Écoute, j'ai rien contre le gars, contre John Wolford, mais ce n'est pas un KR établi. A fait ce qu'il pouvait la semaine dernière contre les Cardinals. Ça n'a pas nécessairement été flamboyant, mais écoute, premier départ dans la NFL, tu as de l'expérience dans la AAF auparavant, dans des camps d'entraînement ici et là de la NFL, mais c'était pas un carrière. Le gars avait même encore là, son LinkedIn de gars qui essaye de se faire une carrière en finance en ligne. Donc, c'est assez une drôle d'histoire. Puis avec le match-up qu'on a eu contre Tris Straveller, l'ancien de la LCF, là, la semaine dernière contre les Cardinals, en plus, ça a donné un drôle de match, mais j'ai de la difficulté à ne pas y aller avec les Seahawks dans ce match-là. Puis, certains vont marteler le fait que la Seahawks, leur défense a eu des difficultés cette saison, mais c'était surtout vrai en début d'année. La tertiaire, on le savait qu'il y avait des bons éléments qui étaient dans cette tertiaire-là des Seahawks. Ça ne performait pas parce que la défense dans l'ensemble ne faisait pas bien. Mais depuis la moitié de la saison à peu près, c'est vraiment beaucoup mieux de la part des Seahawks. Puis notre attaque est, même si Jared Goff, disons, est à 100% pour les Rams, je vais toujours mettre mon argent sur Russell Wilson avant Jared Goff, qui, un match sur 2, oublie de se présenter. Sans surprise, là aussi, on y va encore avec un nombre de possessions, une différence de points. Je pense encore là, que ça va être un match qui va se décider par 2 possessions. Okay. Peut-être un peu plus serré si Goff est là et qu'il connaît une belle performance. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, là, ça a l'air d'être Wolford qui va jouer. Si c'est comme ça, j'ai pas peur de dire que les Seahawks vont s'en tirer avec au moins une avance de 10 points.
Parfait. Pour moi, un no-brainer le prochain, Buccaneers contre Washington Football Team. Ouais. Vas-y. Ouais, ben écoute, moi j'aime beaucoup l'équipe de Washington. Depuis le début de l'année, je me range un peu Chase derrière. Young. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustices placées envers cette équipe-là après ma base. Je n'étais pas prêt à garantir qu'ils allaient faire leur place dans les éliminatoires, mais je voyais beaucoup de gens donner une chance aux Bears d'être dans la course alors que tout ce qui performait chez les Bears, c'était la défense. Puis alors qu'on voyait exactement la même chose de la part de Washington dans les prévisions, personne ne leur donnait une chance d'aller chercher plus que 2 ou 3 victoires. Pour moi, il y avait un peu un manque de logique dans ça. Puis on l'a vu sur le terrain, finalement, les deux équipes se qualifient pour les éliminatoires. Washington un peu par la porte d'en arrière, là, dans une situation un peu bizarre avec la division S de la NFC. Une situation de quart douteuse aussi, là. On s'entend que Ouais, Dwayne absolument. Haskins et Puis là, Alex tu vois, Smith. on pense à faire une alternance de carrière pendant le match. Donc, Alex Smith qui ne prendrait pas nécessairement toutes les séquences. Écoute, c'est un peu bizarre. Moi, j'adore la défensive de Washington, le front défensif qui est rempli de joueurs de choix de première ronde. Chase Young qui est un monstre complètement. On l'a vu dès sa saison recrue. Donc, moi, je crois que cette équipe-là peut quand même causer certains soucis à l'équipe, aux Buccaneers de Tampa Bay. Ceci étant dit, je vais parier sur l'expérience de Brady avant d'y aller avec la jeune défense de Washington. Je pense on l'a vu ce film-là une couple de fois. Tu as vu peut-être Chase Young après la dernière rencontre qui a envoyé un message à Tom Brady disant qu'il s'en venait pour directement Chasing Coming for You. Là, qui a Coming dit. for you, Tom. Yeah. Écoute, il y a d'autres joueurs qui se sont essayés à ce jeu-là avec Tom Brady, puis ça n'a pas été très payant pour eux. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Je ne serais pas surpris que Washington reste dans la rencontre tout le long, mais je ne pense pas non plus que Tampa Bay va échapper à un match là, contre une équipe qui a une fiche négative. Okay, tu vois ça plus serré que moi, mais je vais dire comme toi, Chase Young pour moi est un monstre. Là. On n'a pas, j'ai hâte, c'était son année recrue, il a explosé, mais j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous amener dans les années à venir avec un peu plus de progression. J'ai les Buccaneers aussi, Renault, jusqu'à date, c'est 100%. Ce match-là, j'ai hâte de t'entendre le prochain. Ravens-Titans. Écoute, les deux équipes se sont affrontées cette année. Ouais. Les Titans ont gagné en prolongation. Derrick Henry qui a marché sur la défense des Ravens comme en série l'an dernier pour marquer le toucher gagnant en prolongation. Moi, il y a quelque chose qui me fascine avec ce gars-là, c'est que tu vois un gars comme Tom Brady ou un gars comme Drew Brees depuis quelques années, on dit, rendu au mois de novembre, décembre, les séries, ils sont de plus en plus faibles à cause que l'âge les a un peu affectés. On voit que le bras n'est plus nécessairement aussi puissant pour Drew Brees. On l'a vu dès le jour 1 de la saison cette année. Mais pour Derrick Henry, c'est un peu l'effet contraire. Dans le fond, ce gars-là, il est tellement gros qu'en fin de saison, les joueurs adverses, les secondaires particulièrement, sont tellement épuisés, tellement maganés. Tu te rappelles peut-être de l'entrevue de Marshawn Lynch il y a quelques années. Un joueur n'est pas capable de prendre des coups over, qu'il répétait pendant à peu près une minute. Mais c'est un peu ça avec Derrick Henry aussi. Les joueurs ont de la difficulté à l'arrêter, puis on le voit. Si tu regardes sa moyenne de course par match, sa moyenne de verges par course, c'est beaucoup plus haut, un peu plus qu'une demi-verge, là, plus haut en deuxième demi qu'en première demi, parce que les joueurs sont plus capables de l'arrêter au quatrième quart. C'est souvent l'effet contraire qu'on voit chez certaines équipes, qu'en fin de match, on n'a pas le choix de passer parce qu'on est en train de tirer de l'arrière. Chez les Titans, c'est qu'on peut se permettre de toujours donner le ballon à Derrick Henry parce qu'il peut toujours sortir quelque chose ou va toujours te donner un minimum de résultats intéressants. Maintenant, l'attaque des Ravens joue vraiment bien depuis 4 semaines, 5 semaines peut-être. Une moyenne de 30 points, si je ne me trompe pas, là, au cours des derniers matchs des Ravens. Puis on n'a pas pris juste des équipes là, de bas de classement sur cette période-là. On a notamment battu les Browns là, dans le match de fou du lundi soir où Lamar Jackson a eu des crampes et a dû partir. Quand il est revenu, regarde. Mais écoute, ça fait 2 ans que Lamar Jackson nous montre des bonnes choses en saison régulière puis que ça s'écroule en fin de saison, là, une fois en série l'année passée. Est-ce que ce spectre-là rôde autour de Lamar Jackson? Assurément, s'il y a une autre mauvaise performance, tu peux être sûr qu'on va commencer à en parler beaucoup de ce fait-là. S'il réussit à gagner ce match-là, ça va être une autre histoire. J'aime pas la défense des Titans, surtout pas depuis la mi-saison. Je la trouvais sous-estimée avant le début du calendrier. Elle a commencé à jouer, disons, correct, a fait des gros jeux en début de saison sans être nécessairement solide. Puis là, en demi de saison, je trouve qu'on a beaucoup de difficultés, particulièrement contre la passe. Et c'est là que
tout entre en ligne de compte parce qu'on parlait des difficultés de Lamar Jackson, les difficultés des Titans contre la passe. Est-ce que Lamar va être capable de passer, oui ou non? Pour moi, ça va être là la clé dans ce match-là. Parce que Derrick Henry, oubliez ça, il ne va pas avoir une journée de congé en série. Non, absolument pas. Lamar Jackson, pour moi, a beaucoup de choses à prouver, en fait. Là. Oui. C'est un match qui va un peu déterminer l'opinion que les gens vont avoir sur lui pour le restant de sa carrière. C'est probablement le joueur qui a le plus à prouver ce week-end. Exactement. Oui, tu as bien raison. Allez, bonne analyse. J'ai aussi... je sais pas, tu choisis qui dans ce match-là, non? J'y vais avec les Titans. Oui, OK. Ouais, j'y vais avec les Titans, j'y vais avec Derrick Henry. J'ai beaucoup trop de difficultés en ce moment à parier contre le gars qui a couru 2000 verges. Puis, tu sais, le dernier qu'il avait, pas le dernier qu'il avait fait, c'était Adrian Peterson en 2012, mais en 2009, Chris Johnson l'avait fait avec les Titans du Tennessee. Puis, c'était une attaque complètement différente, là. Vince Young qui était là au poste de carrière à l'époque était incapable de compléter ses passes. Là, Ryan Tannehill ne fait peut-être pas partie de l'élite des carrières de la NFL, efficace. Mais c'est quand même un gars qui est, comme tu dis, bien efficace. Puis ils ont un bon groupe de receveurs sans méga vedette, mais j'aime beaucoup A.J. Brown. Je veux dire, un gars comme Corey Davis veut pas, même si c'est un gars qu'on considère comme un boss la plupart du temps, ça reste de un des meilleurs receveurs pour bloquer sur le jeu au sol, mais de deux, ça reste un gars qui a eu la meilleure saison de sa carrière jusqu'à maintenant cette année. Donc, pour moi, ça va être à surveiller. Je vais y aller avec les Titans dans ce match-là, puis je ne crois pas que ce soit autant une surprise que quand ils ont battu les Ravens l'an dernier. OK. Ben moi, je vais prendre les Ravens. Premier shot, puis c'est le fun parce qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler, j'ai l'impression. Oui, c'est sûr et certain. Ben moi, justement, je vais avec les Ravens parce que Lamar Jackson a tout approuvé. Je mets des billes sur lui en fin de semaine, puis on verra, mais je me dis qu'il est dû pour une grosse performance. Il n'est pas tout seul dans cette équipe-là. La défensive va vouloir justement arrêter Derrick Henry, ce qui est pratiquement mission impossible. Mais je pense que le focus va être mis là-dessus. Fait que j'y vais pour les Ravens. Ben, pour moi, c'est probablement le match le plus difficile là, c'est sûr. À débattre. Là, je ne te blâmerai pas de prendre les Ravens dans ce match-là parce qu'honnêtement, en disant les Titans, je me dis il y a une partie de moi qui se dit je vais peut-être avoir l'air fou au final dans cet affrontement-là parce que ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Mais c'est définitivement, je pense, la plus dure à prendre un parti pris. Mais encore là, il en reste deux à regarder. Les Bears contre les Saints. Donc, les Bears qui font absolument rien en offensive et les Saints que Breeze vieillit, mais qu'on ne sait pas si Kamara va être là. Ton opinion là-dessus? Ben écoute, la présence d'Alvin Kamara, on s'entend que ça fait peut-être toute la différence dans ce match-là. Je suis pas autant vendu aux Saints que vraiment beaucoup de gens le sont. Je comprends que c'est de A à Z peut-être l'alignement le plus complet de la NFL. Il y a énormément de talent, très bonne défense. J'adore évidemment Alvin Kamara. Mais pour moi, les gens oublient souvent que ton atout primaire, c'est vraiment ton corps arrière. Puis en ce moment, chez les Saints, on n'en a pas un qui est capable de passer plus que 20 verges ou du moins pas capable de le faire ne serait-ce que 2 ou 3 fois dans un match. Drew Brees a eu beaucoup de difficultés avec ça cette saison. Puis oui, je comprends que le niveau d'efficacité de complétion des passes est là. Les verges sont là surtout à cause de Kamara, mais en général, Brees est encore capable de protéger le ballon et de faire avancer l'attaque. L'endroit où je me questionne, c'est que pour se rendre jusqu'au Super Bowl, on a besoin de gagner 3 matchs, puis avec le Super Bowl également, là, si on compte le remporter. Dans ces matchs-là, on affronte de très bonnes équipes. Et dans ces équipes-là, les chances que tu te retrouves à un certain moment dans ta zone avec le besoin d'un toucher avec 51 secondes et aucun temps d'arrêt, ben, c'est possible que ça arrive une fois durant la séquence. Et Drew Brees n'est pas capable d'étirer le jeu. Donc, ça va être extrêmement difficile pour les Saints de découper le terrain comme ça quand on peut seulement envoyer le ballon sur les lignes de côté. Tu sais, je te parlais d'aucun temps d'arrêt, mais même si tu en as un, c'est un seul jeu que tu peux envoyer au centre du terrain. Sans compter que tu vas probablement avoir besoin de ton temps d'arrêt dans la zone payante là, pour te faire un plan pour attaquer la zone début. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec ça du côté des Saints. L'équipe en tant que telle, je la crois bonne. Dans un affrontement contre les Bears qui forment leur attaque là, depuis quelques semaines, on l'a vu vraiment avec le jeu au sol de David Montgomery. Si on réussit à éliminer cette facette-là du jeu de l'attaque des Bears, qui ne devrait pas être extrêmement difficile, étant donné la bonne défense des Saints, c'est le fait que l'attaque des Bears soit unidimensionnelle. Puis David Montgomery n'est pas Derrick Henry non plus. Donc, non, ben exact. Il a quand même connu une bonne fin de saison, mais je veux dire, c'est pas un exceptionnel de la position. Tout ça mis ensemble me porte à croire que les Saints
devrait pas être l'équipe en problème dans sa zone en fin de match. Donc, pour ça, je vais donner l'avantage aux Saints dans ce match-là. Je crois même qu'ils sont capables de l'emporter par plus qu'une possession. Mais tu sais quoi, dans ma prédiction officielle, je vais y aller par une seule possession parce que je pense que la défense des Bears va pas surprendre des gens. On le sait tous qu'elle est très bonne, mais va mettre de la pression sur Drew Brees puis de le voir forcé à devoir se débarrasser du ballon encore plus vite qu'il le fait déjà. Je me demande comment justement Brees va réagir, comment l'attaque en général va réagir, mais surtout à quel point on va être capable de marquer des points chez les Saints. Donc, je crois qu'on pourrait voir un match serré là, à bas pointage. Ben, je prends les Saints aussi, mais je vais te dire secrètement, moi, je suis un fan des Bears. Mais les Bears, ce que je vois, c'est une défense, oui, avec de gros noms puis pour faire des gros jeux, mais c'est tellement déficient en offensive. Ils ont de la misère à passer beaucoup de temps sur le terrain en offensive. Donc, la défensive est beaucoup sollicitée. Plus que tu es sur le terrain, plus qu'il y a de chances de faire d'erreurs. Donc, moi, je vois les Saints, si Camara est là, marcher ces Bears un petit peu, là, une affaire de 14-20 points de différence. Sinon, ça va être un petit peu plus serré, mais les Saints vont trouver une façon de gagner ce match. Ben, c'est ce que je pense aussi. Good. Le dernier et non le moindre, Browns-Steelers. Oui, ben écoute, premier match des Browns depuis 2002 là, en éliminatoire. Ouais, donc 18 ans là, que ça faisait que les Browns n'avaient pas été en éliminatoire. Puis, ben, on ne peut pas avoir une situation plus Browns que ça en voyant que Kevin Stefanski ne va pas pouvoir entraîner le match à cause de la COVID. Ça, pour moi, ça vient vraiment donner un gros coup dans les genoux des Bears de Chicago. Pas des Bears, mais des Browns de Cleveland. Les Steelers, je ne suis pas le plus grand fan. Comme pas mal de gens, je me suis rendu compte de ce qui se passait tout au long de la saison. Les matchs qu'on gagnait en début d'année, souvent, on avait de la difficulté à les terminer. On les gagnait très serrés malgré qu'on a conservé une fiche parfaite pendant longtemps. Sans être contre des grosses équipes à ce moment-là. Sans être contre des grosses équipes, exactement. On a profité aussi de battre les Browns à un moment où ils se cherchaient dans la saison. En début d'année, on les a rebattus en fin de calendrier là, avec Mason Rudolph. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais cette équipe-là ne m'inspire pas. Le jeu au sol est inexistant pour Pittsburgh. Là, est-ce qu'on veut vraiment se retrouver dans une situation où, au mois de janvier, on force Ben Roethlisberger à lancer le ballon 50 fois par match? Ça va être vraiment difficile de penser, non seulement gagner un match, mais si on le gagne, de repenser, le faire le coup semaine après semaine. Il va falloir qu'il y ait un petit miracle à Pittsburgh que le jeu au sol s'active si on veut espérer aller plus loin en éliminatoire parce que ça va être une facette de jeu vraiment difficile pour eux, comme ça l'a été tout au long de la saison. Puis on oublie qu'il y a énormément de blessés aussi sur l'équipe des Steelers. Tout au long de l'année, ça s'est accumulé, puis on n'en a pas souvent fait état parce qu'ils continuaient de gagner, mais là, ça va probablement les rattraper. Ceci étant dit, ça va être tough pour les Browns. On n'a pas Kevin Stefanski, qui est un candidat plus que logique là, au titre d'entraîneur-chef de l'année dans la NFL. Comment est-ce qu'on va réagir? Tu t'es rendu compte sûrement au moment où les Browns ont commencé à avoir vraiment du succès cette année. Odell Beckham n'était plus là. Par le jeu au sol que ça Nick passait. Chubb, Nick Chubb, Kareem Hunt qui faisait du bon travail. Quand Odell Beckham Jr. s'est blessé, on a arrêté de forcer Baker Mayfield à lancer le ballon. On dirait qu'on se sentait obligé de le faire pour justement distribuer à nos vedettes. Puis là, ça l'a un peu tout mis en sens quand OBJ est parti. Donc, cette équipe-là, tant qu'à moi, joue mieux sans lui. Puis pour cette raison-là, je ne crois pas qu'on va le revoir à Cleveland l'an prochain. Maintenant, en fin de saison, je ne sais pas pour quelle raison Baker Mayfield a commencé à bien lancer le ballon. Et là, on dirait que les Browns ont dit on met le plan de match aux poubelles, on commence à passer le ballon plus souvent. Le match contre les Jets que les Browns ont perdu lors de la semaine 16, oui, OK, les receveurs de passe étaient tous absents là, en raison de la COVID-19. Donc, je ne peux pas non plus utiliser ça comme un facteur déterminant pour séparer le gagnant de ce match-là. Ceci étant dit, c'était vraiment pas chic à voir Baker dans ce match-là. Puis même, la semaine dernière contre les Steelers, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais c'est avec ses jambes qu'il a fait la différence. Puis c'est pas une situation, même si c'est un gars qui est capable de se déplacer, c'est pas un gars qui s'est fait une réputation pour nécessairement gagner un match avec ses jambes. Non, mais il est capable de le faire. C'est ça, il est capable de le faire, mais c'est pas un gars. L'attaque des Browns ne peut pas passer par là si on veut avoir du succès à long terme en éliminatoire. Pour ma prédiction, écoute, en temps normal, je pense que si tout le monde était en santé, que Kevin Stefanski, tout le monde, je veux dire les joueurs atteints par la COVID, que Kevin Stefanski était là, j'aurais probablement osé avec les Browns. Mais
j'ai tellement de la difficulté à, sans leur leader principal, les voir battre l'expérimentée équipe des Steelers, que pour moi, ça va être un match très serré que Pittsburgh va finir par remporter. Maintenant, je ne crois pas que Pittsburgh va avancer plus loin dans le tableau par la suite. OK, j'aime ça. Moi, je vais prendre les Browns malgré tout, parce que pour plusieurs raisons, mais premièrement, je ne veux pas voir les Steelers aller plus loin. Je n'aime pas les Steelers. Bon. Mais plus objectivement, je me dis que, comme tu dis, sauf l'entraîneur, ils vont peut-être la jouer pour lui, cette game-là, où il va avoir un plan de match. Mais là, les gars vont être plus concentrés, plus près, j'ai l'impression. Puis je vais prendre les Browns, moi, un peu. Je prends une chance sur celui-là. Là. Je ne mettrai pas ma maison là-dessus, mais j'aimerais ça voir les Browns passer sur les Steelers. Ben écoute, ça en est un autre, on l'a dit pour Tennessee contre Baltimore, mais ça en est un autre qui est assez difficile à prévoir, là, surtout avec les impondérables qu'on a dit, là, qu'il n'y a pas d'entraîneur-chef chez les Browns, donc ça vient un peu brouiller les cartes. Je te lancerai pas vers le Super Bowl, Renaud, parce qu'on va te réinviter d'ici là. On va t'avoir probablement prochainement là, pour parler de ça. Je veux te lancer sur l'autre nouvelle là, qui est sortie aujourd'hui. Je veux avoir ton opinion là-dessus. Trevor Lawrence qui a déclaré là, pour le prochain repêchage. Les Jaguars repêchent premier. Prononce-toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que les Jaguars n'ont pas le choix de repêcher lui? Est-ce que si les Jets finissaient premier, ils déclaraient quand même? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, le niveau pour les Jets, là, déclaré ou non, j'ai beaucoup de la difficulté à croire qu'ils ne seraient pas allés. Écoute, c'est des gros sous, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu retournes à l'université, tu te fais frapper, tu te casses un genou. C'est un énorme bonus de signature qui accompagne la sélection au premier au total. Donc, moi, ça, je n'y ai jamais cru. Puis, de toute façon, les équipes qui repêchent dernière à chaque année, qui repêchent première, c'est toujours une mauvaise équipe. Regarde l'an passé avec les Bengals qui ont pris Joe Burrow. Par la logique que c'est le classement inversé, on comprend que automatiquement, l'équipe qui pige première. Je comprends que les Jets, ça fait longtemps que c'est une organisation dysfonctionnelle, mais tu regardes de l'autre côté, les Jaguars tout autant, sinon plus que les Jets. Ils ont eu encore moins de succès qu'eux au cours des 20 dernières années. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement un argument. Trevor Lawrence, je n'ai jamais cru qu'il allait passer une autre saison dans la NCAA. Maintenant, pour les Jaguars, oui, je crois qu'ils n'ont pas le choix de le prendre. C'est de loin le meilleur joueur disponible. J'ai vu la performance de Justin Fields dans le match entre les deux corps arrière au Sugar Bowl. Écoute, je déteste pas Fields du tout. C'est un vraiment bon corps arrière. L'équipe qui va mettre la main sur lui va être extrêmement chanceuse puis va l'aimer pour de nombreuses années. Mais ce serait injuste de juger Trevor Lawrence sur cette performance-là. Premièrement, il a quand même été chercher 400 verges de passe dans le match. Mais de deux, mon Dieu, sa ligne offensive s'est fait dominer du début à la fin. Il était frappé sans cesse. A échappé 3 ballons à cause justement de la mauvaise couverture de ses joueurs de ligne offensive. Et l'interception dans la zone de début en fin de match, il a lancé sur le pied en arrière après avoir bougé de tous les côtés pour se sauver encore une fois de la pression. On a vu que le jeu au sol n'a pas été efficace non plus parce qu'on a été extrêmement physique du côté d'Ohio State. Donc pour moi, ce match-là ne peut pas faire état du jugement qu'on prend par rapport aux deux corps arrière. Maintenant, je suis intéressé de voir qui va prendre en charge l'équipe des Jaguars. On parle d'Urban Meyer qui pourrait sortir de sa retraite là, pour venir entraîner là-bas. Est-ce que ça va arriver? Ça, le temps va nous le dire, mais c'est une situation très favorable pour la nouvelle personne qui va arriver en place à Jacksonville pour plusieurs raisons. On a plusieurs bons joueurs déjà dans cette formation-là. Je pense notamment au receveur DJ Shark. Je pense notamment au porteur de ballon Robinson, qui est une recrue non repêchée cette année, qui a couru pour plus de 1000 verges, qui a fait vraiment du bon travail. On a des éléments intéressants sur cette équipe-là. Ce n'est pas une bonne équipe, mais elle a le premier choix au total. Elle a 11 choix au total dans le repêchage. Et elle devrait, là, après les coupures régulières de fin de saison, elle devrait avoir plus de 100 millions de dollars à dépenser sur le marché des agents libres. Donc, pour n'importe quel entraîneur qui se fait garantir en plus qu'il va avoir Trevor Lawrence au poste de corps l'an prochain, c'est un peu un no-brainer là, de prendre cet emploi-là. En fait, selon moi, c'est l'emploi d'entraîneur le plus aguichant là, dans la Ligue présentement. Clairement. Renaud, très intéressant. On a fait le tour de ce que je voulais couvrir avec toi. Comme je te dis, si tu es ouvert à l'idée, on va te réinviter pour probablement les rondes subséquentes. Puis le Super Bowl, on s'enligne pour faire un spécial Super Bowl aussi. Donc, good. J'aimerais ça, avant de quitter, que tu nous parles un peu de toutes les plateformes où ce que tu es, que tu nous parles de où on peut aller te lire, te voir, puis vas-y avec ça. Absolument. Écoutez, c'est assez simple. Twitter, Instagram, Facebook, Attitude Football.
C'est là qu'on publie. Donc, tous nos textes là, sont publiés sur nos différentes plateformes. On a du contenu. On a un podcast qui sort 2 fois. C'était 2 fois par semaine pendant la saison régulière. Le mardi, on revenait sur les matchs du week-end. Le vendredi, on mettait la table pour la semaine d'après. Là, en éliminatoire, on va s'arranger. La date n'est pas encore sûre. Cette semaine, ça va être jeudi. Par la suite, on verra. Ça risque d'être seulement 1 fois par semaine parce qu'on se voit mal revenir sur les matchs du week-end sans parler de ceux qui vont arriver la semaine d'après. Donc, c'est ça. Normalement, c'est 2, là, c'est 1. Donc, le podcast, il est possible de le retrouver là, sur que ce soit Apple, Google Podcast, Spotify, tout ça, même sur le site du 91.9 Sport, là, le podcast qui est branché là-bas. Sinon, comme je l'ai dit, Instagram, Facebook, Twitter, Attitude Football pour les médias sociaux. Puis évidemment, le site web attitudefootball.com. Excellent. Renaud Bourbonnais, merci beaucoup là, pour ta présence. Merci d'être passé ce soir. Merci à toi pour l'invitation. À très bientôt. On se reparle bientôt. Puis GF va être là, ce coup-là. Là, vous allez pouvoir élaborer peut-être. Le GF semble connaître le football, mais il finit dernier d'un pool qu'on fait. Ah bon, c'est correct. J'ai pas eu un bon fantasy cette année non plus. Hey Renaud, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée et à bientôt. À toi aussi. Merci pour l'invitation. Salut. Gros show. Renaud Bourbonnais, Attitude Football. Merci Renaud d'être passé. Là. Moi, j'écoute le football, mais je ne peux pas prétendre que je connais ça comme le hockey. Puis j'aime ça avoir quelqu'un qui est vraiment dans le game. Il y a un podcast 2 fois par semaine pour parler de la NFL. C'est un passionné, c'est des passionnés. C'est le fun de voir ça. Comme les semaines vont avancer, les séries de football vont avancer. Fait qu'à toutes les semaines, on devrait parler football là, d'ici le Super Bowl. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Encore une fois, juste avant de quitter, là, je veux remercier encore une fois notre commanditaire partenaire, mon grand chum Frédéric Etier, Accès électrique, compagnie d'électricité, que ce soit résidentiel, commercial, ferme, name it, là, sont un peu partout. Une équipe qui grandit. Fred au 514-617-6606. Puis le numéro d'Accès électrique, la page Facebook. Pour nous, lesagentlibres.com, venez nous voir sur le site Internet ou sur toutes les plateformes, les agents libres. Les podcasts, vous pouvez les écouter sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Balado Québec, tout ça. Aussi, on a une collaboration avec TVC d'Argenteuil. Je n'ai pas parlé au début du podcast, habituellement, je le fais. TVC d'Argenteuil nous met du temps d'antenne jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des heures qui varient. Là, c'est la télé communautaire dans le coin d'Argenteuil, La Chute, Gore, Harrington et tous ces coins-là. J'ai mon cousin qui m'a vu l'autre fois, qui m'a envoyé un beau screenshot de moi sur sa TV. C'était quand même le fun. Fait que si ça vous intéresse, les gens de cette région-là, vous fallait voir là. Sinon, pour les autres, vous savez nous avoir. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à tous.